tout le monde au deuxième épisode de l'Insolite Podcast. Christian Page, bonsoir. Salut Jean-Michel. Ça me fait plaisir d'être avec toi pour le deuxième épisode. Je tiens aussi à remercier tout le monde qui ont regardé le premier, qui l'ont partagé sur leurs médias sociaux, qui ont commenté. Et nous sommes bien d'accord. Nous avions 3 beaux spots de lumière la dernière fois, mais magie ou budget supplémentaire, ils ont disparu. Mystère pour commencer. On va essayer de s'améliorer de semaine en semaine. Ben oui, absolument. Ben merci pour vos commentaires. Merci d'avoir partagé. Il y en a plusieurs qui avaient des questions qui étaient bien intéressantes. On va essayer de s'inspirer de ça pour des prochains sujets, des prochaines émissions. On pense essayer d'en faire peut-être un par semaine ou tout au plus un par 2 semaines pour essayer pendant une couple de semaines de vous divertir. Question qui est revenue souvent, Christian, c'est est-ce qu'on va rendre disponible ça pour la balado-diffusion? Oui. Quand on en aura 5-6, ça va nous faire bien plaisir de les partager, rendre, de le partager rendu là. D'ici là, on va se concentrer sur YouTube. Merci. Premier sujet cette semaine, Christian. Écoute, comme on veut ou comme on souhaite le faire chaque semaine, c'est de présenter une espèce de volet d'actualité. Alors, cette semaine, une nouvelle qui a été partagée en début de semaine et qui a beaucoup fait jaser, c'est une histoire, en fait, ce sont des chiffres, des statistiques qui ont été publiées par l'Association québécoise d'ufologie, l'AQU, et on nous disait qu'il y avait une augmentation là, très substantielle des signalements d'OVNI au Québec pour l'année 2017. Écoute, j'ai quelques chiffres ici, simplement pour une échelle de comparaison. L'Association québécoise d'ufologie avait enregistré l'année dernière 491 signalements d'OVNI. Et comparé à 2014, par exemple, on en avait seulement 314. Je dis seulement, c'est quand même beaucoup, là, 314. Et évidemment, on peut se demander là, pourquoi on a, comme cette année, en 2017, pourquoi y a-t-il à peu près 150 observations de plus cette année qu'au cours des années précédentes. Et selon Gilles Milot, cité dans l'article, qui est un type que je connais, qui est le président de l'Association québécoise d'ufologie, qui est un type très, très sympathique, très gentil, très ouvert. J'aime beaucoup discuter avec lui. Et Gilles, dans l'article, est cité en disant possiblement que les gens craignent moins aujourd'hui de partager des informations sur des ovnis qu'ils l'auraient fait il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Puis, ce qui est sans aucun doute vrai, on regarde les chaînes de télévision spécialisées, la multiplication d'émissions consacrées, par exemple, aux ovnis, je pense. Et si on parle, par exemple, uniquement dans notre famille ou dans nos proches lors d'une soirée, par exemple... C'est de moins en moins tabou. C'est de moins en moins tabou. Dès qu'on va évoquer le mot ovni, on est certain qu'on aura un cousin, un oncle, une tante qui va dire « Ah, il y a un truc semblable qui m'est arrivé ». Donc, les gens, bien sûr, craignent moins aujourd'hui de parler d'observation d'ovnis. Mais il y a d'autres éléments. On a des chiffres, il faut essayer d'expliquer pourquoi ces chiffres-là, pourquoi il y a cette augmentation. Il y a plusieurs facteurs qui traduisent peut-être davantage une activité humaine qu'une activité de type OVNI. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a une augmentation d'observation d'OVNI entre il y a 20 ans et aujourd'hui parce que les médias sociaux permettent une communication beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le milieu, les gens voyaient des OVNI. Pour signaler ton observation d'OVNI, il fallait vraiment que tu aies la volonté de le faire. Donc, on prenait le téléphone, on fouillait dans les pages jaunes, on essayait de se documenter, trouver une organisation qui s'intéressait aux ovnis. Et là, on devait téléphoner, accueillir chez soi des enquêteurs qui prenaient de manière manuscrite les déclarations. Aujourd'hui, les gens peuvent simplement s'asseoir derrière leur ordinateur et remplir un formulaire de manière tout à fait anonyme. Donc, bien sûr, l'avènement de ces technologies du web ont permis une meilleure communication des informations sur les ovnis. Mais ça n'explique pas pourquoi, entre 2014 et 2017, il y a une augmentation d'observation, parce qu'on a les mêmes technologies aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. Oui. Je pense que l'un des facteurs est, dans un premier temps, une multiplication de sources d'informations. Donc, l'Association québécoise d'ufologie est plus connue aujourd'hui qu'elle l'était il y a 3 ou 4 ans. Il y a eu plusieurs articles qui ont parlé du travail de leurs enquêteurs. Ensuite de ça, bien sûr, il y a un phénomène, je dirais, qui est lié à la multiplication des sources d'OVNI, objets volants insolites. De plus en plus, là, moi, je regarde, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, les lanternes thaïlandaises, par exemple, étaient essentiellement réservées aux communautés asiatiques. Quand on parle de lanternes thaïlandaises ou chinoises, on parle des espèces de ballons en papier avec une simple bougie qu'on va allumer qui, par l'air chaud, vont monter dans le ciel. Avant, c'était réservé essentiellement aux communautés asiatiques. Aujourd'hui, on peut acheter ça au dépanneur et on se réunit quelques amis durant
durant l'été et on allume et on le fait. D'ailleurs, il est significatif de remarquer, et ça traduit bien une activité humaine. Les observations d'OVNI ont été principalement rapportées durant l'été et entre 21h et 23h. Donc, c'est le moment où on est le plus souvent à l'extérieur et on va observer le ciel. Et c'est également durant ces périodes-là qu'on va utiliser des trucs comme des lanternes thaïlandaises ou chinoises. Et on comprend que quelqu'un qui se trouve à 1 kilomètre, voir une série de lumières orangées dans le ciel, peuvent être interprétés comme étant un OVNI. Dirais-tu que les drones qu'on démocratise de plus en plus, aujourd'hui, on peut s'acheter un drone sans faire une publicité, mais on peut acheter un drone à 30 $ au Costco, puis ça peut lever quand même très haut, puis on peut avoir bien du plaisir avec ça, puis faire des mauvais coups. Et ça, tu vois, c'est un autre des facteurs. Hein. Aujourd'hui, on le sait, le ministère des Transports canadien a dénoncé l'utilisation abusive de drones près des aéroports. Mais néanmoins, de plus en plus de gens ont de ces drones, et tu l'as mentionné, ce sont des petits appareils dont les performances peuvent être surprenantes pour quelques dollars. Quelques dizaines de dollars, on peut se procurer un drone. Et évidemment, si on y accroche quelques lumières, des diodes et autres, bien, on peut très bien faire un OVNI avec. Donc, on trouve quelqu'un qui se trouve à 500 mètres ou 1 kilomètre de distance, il va voir une série de lumières dans le ciel qui s'en vont en zigzagant de gauche à droite. Ça peut justifier une observation d'OVNI. Donc, tous ces éléments qui sont des facteurs qui traduisent des comportements sociaux peuvent expliquer l'augmentation des signalements d'OVNI. Ça ne veut pas pour autant dire que le Québec est devenu une Mecque pour des visiteurs intergalactiques. Rappelons simplement que pour les chiffres, dans les statistiques publiées par l'Association québécoise d'ufologie, la zone où il y a le plus d'observations d'OVNI rapportées, c'est en Montérégie, là où il y a les montgolfières. Et ensuite, on parle évidemment, c'est toujours des régions un peu au prorata. Hein. Plus il y a de population, plus il va y avoir de signalements. Mais donc, d'abord Montréal, d'abord la Montérégie, ensuite la ville de Montréal. Peut-être la pollution lumineuse permet moins de voir des trucs dans le ciel et peut-être qu'on est moins porté à faire lever des lanternes chinoises au centre-ville de Montréal qu'en campagne. Ensuite, la zone numéro 3, le secteur numéro 3, les Laurentides, suivi ensuite de la capitale nationale, la capitale provinciale, la ville de Québec. Et puis, je rappelle aussi que majoritairement, les gens qui rapportent avoir observé des OVNI sont des gens âgés entre 35 et 64 ans. Peu de gens, d'ailleurs, en bas de 35 ans. Et on peut se demander, c'est peut-être parce qu'eux connaissent mieux la technologie des drones. Oui, mais c'est peut-être eux qui les pilotent. C'est eux qui font les mauvais coups. Et eux savent mieux les identifier. Quoi qu'il en soit, ce sont des chiffres qui sont amusants, qui traduisent bien un peu, qui donnent un peu le portrait de ce qui se passe au Québec. Et je ne peux que souligner encore une fois le travail des gens de l'Association québécoise d'ufologie, parce que même, c'est vrai que je le dis parfois, je dénonce souvent les amateurs parce qu'ils font souvent un travail un peu bâclé. Et en fait, quand je dis je dénonce, en fait, je fais simplement insister sur cet élément-là, qu'on n'est pas en présence d'enquêteurs professionnels. Et bien sûr, ça peut fausser un peu les données. Néanmoins, s'il n'y avait pas des gens comme les enquêteurs de l'Association québécoise d'ufologie pour colliger les observations d'OVNI, le patrimoine, ayons pas peur des mots, le patrimoine insolite du Québec, qui documente tombera un peu dans l'oubli. Les observations qu'ils ont colligées cette année, l'an passé, les années précédentes, ces observations-là vont laisser une marque quelque part et elles resteront. Puis on pourra comparer comme on a fait cette fois-ci. Comme on le fait cette fois-ci. Donc, encore une fois, merci aux gens de l'Association québécoise d'ufologie. Mais il faut quand même aussi dire que de l'ensemble de ces observations, majoritairement, on parle de lumière nocturne, donc des petites lumières qu'on observe dans le ciel. Et bon an, mal an, et ça c'est vrai, ça date des années 60, lorsqu'il y avait eu les fameuses enquêtes américaines sur la question des OVNI, parce qu'on sait que le gouvernement américain, et particulièrement l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, s'est intéressé aux OVNI de manière soutenue de 1947 à 1969. On sait qu'ils ont eu, on a appris récemment qu'ils ont eu un petit projet de 2008 à 2012, 2007 à 2012. Mais néanmoins, durant ces grandes commissions d'enquête sur les OVNI, on avait établi qu'il y avait à peu près 10% des observations d'OVNI qui demeuraient non identifiées. Donc, on avait dans 90%... Mais qui ne veut pas dire que c'est nécessairement des extraterrestres. Il faut toujours se le rappeler. Quand on parle d'objets volants non identifiés, il ne faut pas ici travestir l'acronyme. On parle bien d'objets volants non identifiés, pas forcément d'un engin extraterrestre venu de Betelgeuse ou d'une autre galaxie. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Quoi qu'il en soit, se rappeler que 90% des observations d'OVNI, c'était vrai il y a 30 ans, 40 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. 90% des observations d'OVNI vont trouver une explication rationnelle après une bonne et solide enquête. Et sans aucun doute que les gens de l'AQU font leur maximum
pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie et d'établir quelles sont les observations non identifiables parmi les objets volants insolites. Absolument. Bonne continuation à l'équipe de M. Milo. Oui, absolument. Moi, cette semaine, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai écouté dans le temps des fêtes qui s'appelle Discovering Bigfoot. Je ne sais pas si, juste par le nom, tu vois le niveau d'intérêt. En fait, je voudrais juste que personne ne me juge en ce moment. Moi, j'aime bien... C'est déjà fait, Sur Netflix, quand il y a un documentaire qui parle de Bigfoot, d'aliens, de fantômes, j'aime bien l'écouter, pas parce que je suis crédule qu'ils sont des marchands de vérité, mais plutôt parce que j'aime voir un petit peu souvent la fourberie derrière ça, et on a été servi, là. OK. Discovering Bigfoot, dans le fond, ça a été monté par Todd Standing, qui est quand même assez connu dans le domaine du Bigfoot, de la recherche de Bigfoot. Ce Todd Standing, j'en ai parlé d'ailleurs sur une radio montréalaise à l'automne dernier, parce que c'est ce même Todd Standing qui avait accusé, en fait pas accusé, mais avait porté plainte d'une certaine manière contre le gouvernement de la Colombie-Britannique, parce qu'il demandait expressément que le ministère de l'Environnement reconnaisse de manière officielle l'existence du Sasquatch et accusait finalement les autorités fédérales et les autorités provinciales de la Colombie-Britannique de ne pas protéger cette créature mythique qui fait partie de la faune locale. Ben, écoute, si jamais ils pensaient utiliser ce documentaire-là comme une preuve pour justement favoriser une loi dans le sens de la protection de Bigfoot, ça va être difficile. Mettons... OK, ton avis. Okay, c'était bon? Avis, ben, en fait, bon, tout étant relatif, c'était très mauvais. Okay. Je tiens à vous dire d'entrée de jeu, la première des choses, c'est que Todd Standing, c'est clairement pas quelqu'un qui a fait beaucoup de documentaires. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça, puis je pense qu'il y a un bon effort quand même qui a été fait autour du montage, mais quand c'est vide de contenu, c'est vide de contenu. Puis t'as beau essayer de garnir, ça donne pas de résultat. Puis au moment où on se parle, il s'est fié beaucoup sur Jeff Meldrum, qui est son PhD. Puis il y en a un deuxième que tu connaissais John aussi. Bindernagel. Absolument. Et il se base tout le temps, il essaie de lui faire dire que Bigfoot existe. Puis là, je vous donne un exemple. Ils peuvent passer 10 minutes autour d'un trou dans le sol qui peut ressembler ou pas à une trace de Bigfoot. Mais t'es dans le bois, puis il y a un petit creux dans le sol, dans la tourbe ou dans le lichen. Ça veut pas dire que moi, ma première réaction, ça va être de me dire que Bigfoot est là. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Puis là, il essaie de faire dire au PhD, les deux docteurs avec lui, que c'est Bigfoot. Mais Jeff Meldrum, pour de vrai, il semble vraiment embarqué, il y croit, alors que le second, ils le font souvent parler, puis il dit, ça pourrait être Bigfoot, puis c'est comme si la phrase était coupée en même temps, puis que le bout où il disait, mais ça pourrait aussi être n'importe quoi d'autre, mais ça, il l'avait coupé. Ouais. C'est quand même bien ordinaire, puis on le voit à certains moments où il est avec une caméra thermique dans la nuit, on essaie de voir Bigfoot, puis il dit, there's one Bigfoot over there. There's another one over there. Mais on le voit jamais. Mais on le voit jamais. Faut se fier juste sur sa bonne foi, mais c'est n'importe quoi. Écoutez, regardez-moi bien. There's Christian Page over there, but there's another Christian Page over there. c'est n'importe quoi. Ouais. C'est complètement ridicule. Puis, quand on regarde la série, le comble du ridicule, c'est que pour combler les vides, parce qu'à un moment donné... tu te tannes de regarder quelqu'un que ça fait 10 minutes qu'il est autour du trou puis qui essaie de t'expliquer dans tous les sens que Bigfoot a fait ce trou-là, ou qu'il y a deux arbres collés ensemble puis que, écoute... peut-être Bigfoot qui a fait ça. C'est Bigfoot qui a fait ça, puis on se promène tous dans le bois, mais des creux puis des arbres qui ont plié. On a tous déjà vu ça, tu sais. Mais là, lui, ce qu'il décide de rajouter dans son montage, je traduirais ça par des phases d'excitation. OK. Il y a probablement un drone, comme on parlait tout à l'heure, de assez bonne qualité pour faire un bon petit montage, et il a certainement demandé à un de ses proches, filme-moi, je vais montrer comment que je peux un bonhomme des bois. Habile. Et là, tout d'un coup, on le voit qu'il utilise
un 4 roues dans le bois, puis il fait comme un chire. Ensuite de ça, on le voit qu'il court, il se tasse derrière un arbre, puis il fait comme I'm there. Et comme s'il cherchait Bigfoot. Écoute, c'est n'importe quoi, puis ils te mettent une musique avec ça, là, comme si c'était la finale de Rocky V, là, puis c'est vraiment du gros n'importe quoi. Le rythme n'est pas soutenu. À la fin, il nous présente des images qu'on avait déjà vues auparavant, qui sont des images qu'il aurait pris de Bigfoot. Qui sont excessivement controversées. Là, on a même accusé, dans une séquence, je me rappelle avoir vu, où on voit un buste apparemment de Bigfoot à travers quelques branchages, qu'il dit être un gros plan finalement d'une créature que lui aurait filmée. Des analyses, des spécialistes en photomontage ont un peu démontré qu'il avait utilisé la même technique qu'on utilise ici au Québec. Les gens connaissent bien, par exemple, les têtes à claques. On filme des poupées, on rajoute des lèvres, les yeux. Il aurait filmé une espèce de buste statique du Bigfoot sur lequel il aurait ensuite superposé ses propres yeux. Et ses propres lèvres. Parce que pour de vrai, quand on voit les images, quand tu le sais, tu vois les deux images, le buste de Bigfoot supposé et son visage. Je veux dire, il y a des lèvres je veux dire, c'est identique. Ben, c'est la signature. C'est même pas donner le trouble de, je sais pas, moi, prendre au pire des lèvres de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous pouvez bien croire ce que vous voulez, là, mais si vous cherchez Bigfoot, c'est pas dans Discovering Bigfoot que vous allez le trouver. Et petite nouvelle pour vous, c'est pas dans les 10 saisons de Finding Bigfoot non plus que vous allez les trouver. Ça sera pour une autre fois. Écoute, ils ont quand même fait 10 saisons. Ils ont amassé des fonds pour... des gens qui ont investi pour produire un show qui s'appelle Finding Bigfoot. 10 saisons, ils l'ont pas trouvé encore. Il va sûrement en avoir une prochaine. Ça a beau être divertissant, mais à un moment donné, Bigfoot, il va commencer à falloir qu'on le voit. On va voir retirer la sauce. Ouais. Moi, c'est d'ailleurs dans cette émission Finding Bigfoot que j'ai vu l'une des séquences les plus ridicules qui m'étaient données de voir à la télé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec nos 3 joyeux lurons là, qui courent après le Bigfoot. Il y a une femme et deux hommes qui l'accompagnent. Et là, ils sont au milieu de la forêt. Et on comprend, là, dans une forêt, là, des créatures, une faune nocturne. La faune nocturne est nombreuse. Ouais. Alors, ils sont là au milieu du bois. Ils se filment avec des caméras infrarouges. Et là, on a des gros plans de l'un et de l'autre. Et là, soudain, il y en a un d'entre eux qui prend une espèce de bout de bois et frappe sur un arbre en imitant le cri du Bigfoot. D'un ridicule absolu. Et après avoir frappé sur l'arbre, il s'arrête. Et là, on entend au loin dans la forêt des craquements. Des craquements. Mais ça n'arrive jamais dans la forêt, des craquements, Christian? Donc, et là, évidemment, la première réaction, c'est de se dire, il y a un cerf, il y a un autre animal, un coyote, un renard, n'importe quoi, pas eux. Comme si seul le Bigfoot pouvait être dérangé. Tu sais. Voilà, seul, de nuit, seul le Bigfoot peut faire du bruit dans la forêt. Et là, écoute, là, le type arrête, et là, on entend un craquement au loin, puis là, il dit, there's Bigfoot. That's my answer. Écoute, c'est d'un ridicule absolument incroyable. Donc, ça a été pour moi mon expérience de Finding Bigfoot, et ça s'est arrêté là. Donc, on pourra peut-être en parler une autre fois ou peut-être pas. D'ailleurs, dans la même foulée, on parlait des gens qui nous ont écrit sur le web. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit en disant un YouTuber ou je ne sais pas comment on les appelle, les webeurs. Un watcher. Un de nos watchers qui a écrit dans la foulée des émissions genre Finding Bigfoot, il y a aussi la série sur Oak Island. Oh oui! Et là, écoute, l'histoire du Monépite, on en est à 7-8 saisons. Là. C'est une quête au trésor qui ne finit plus. Il finira probablement jamais. J'y suis allé, moi, à quelques reprises sur l'île en question. J'ai rencontré les gens, en fait, dans les années 60-70, les propriétaires. Il y avait Dan Blankenship, que l'on voit d'ailleurs dans ce truc. De temps en temps, il apparaît. C'est un homme très âgé, il est rendu à 80 ans. Il est l'une des personnes les plus souvent associées à cette quête au trésor dans l'île Ocean, le Oak Island. Et il y avait à Montréal, il y avait un des propriétaires était un Montréalais du nom de David Tobias dans les années 70. Okay. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec eux. J'ai fait des reportages là-dessus. Et je vous en parlerai dans une émission prochaine de cette histoire de Oak Island. Y a-t-il un trésor ou non dans le sous-sol de l'île Ocean ou Oak Island dans la baie de Mahone en Nouvelle-Écosse? Ouais, des secrets canadiens.
Ouais. Et en parlant de mystère historique, parce que c'est de ça que l'on parle, si on parle de l'île de Oak Island, cette semaine, dans les publications, il y a un truc qu'on a appris qui est assez surprenant et qui concerne un mystère historique. C'est l'affaire du manuscrit de Voynich. Et que certains ont qualifié du livre le plus mystérieux au monde. Et pendant que des images défilent derrière moi, je vais raconter un peu l'histoire pour mettre un peu les gens dans le bain. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit de Voynich? On va comprendre ensuite l'intérêt de la nouvelle. Donc, le manuscrit de Voynich, il a été découvert en 1912 par un type qui s'appelle Wilfrid Voynich. Wilfrid Voynich était un antiquaire de livres anciens et de manuscrits. Il se retrouve donc, au moment où il est de passage à Londres, en 1912, un collègue lui dit « Écoute, il y a une communauté de moines près de Rome qui sont prêts à se départir d'une partie de leur collection. » Or, on le sait, au Moyen Âge, les moines étaient copistes, donc ils avaient de nombreux manuscrits. Il faut quand même se rappeler que des livres au Moyen Âge, c'était très rare. Hein? Quand on disait tel personnage, tel noble a une collection de livres, ben après 5 livres, tu avais une belle collection. La collection était belle, oui. Ouais, les livres étaient excessivement rares. Alors, évidemment, Voynich, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Lui qui est antiquaire de livres anciens, il apprend que des moines sont prêts à se départir de leur collection. Il fait donc le voyage. Il se trouve à Frascata, tout près de Rome. Et là, il rencontre des moines. On lui propose une malle qui contient plusieurs livres anciens et des manuscrits. L'un de ces manuscrits a à peu près 250 pages et ça attire l'intérêt de Wilfrid Voynich parce que quand il l'ouvre, il constate que c'est un très beau manuscrit avec une belle reliure en cuir. Ça ressemble à un herbier un petit peu. Hein? Voilà. Donc, l'ouvrage, il y a 4 sections, il y a à peu près 240 pages. Il y a 4 sections dans l'ouvrage. La première partie montre, parce que ce sont des dessins principalement, il y a des dessins de plantes. La deuxième partie montre des espèces de signes astrologiques. La troisième partie montre des femmes dans des espèces de bassines avec un eau verdâtre et des tuyaux, des femmes enceintes d'ailleurs. Et la dernière partie montre là des espèces de racines, comme si on parlait de concoction pour faire des recettes. Alors, Voynich voit le manuscrit, c'est un beau manuscrit, comme je le mentionne. Il le ramène aux États-Unis. L'écriture attire son attention aussi, parce que c'est une écriture qu'il ne reconnaît pas. Au départ, Voynich croit que le manuscrit a peut-être été écrit en arabe ou en hébreu, quelque chose comme ça. Donc, il le ramène aux États-Unis, et là, le mystère s'épaissit. Il le présente à des collègues, et eux, en regardant le manuscrit en question, constatent que non seulement l'écriture n'existe pas, n'a jamais existé, ce n'est ni une langue ancienne, ni une langue disparue, la langue n'existe tout simplement pas, c'est un alphabet inventé. Et ensuite, les plantes, une grande partie des plantes que l'on retrouve dans le manuscrit n'existent pas non plus. Alors, et donc, ce que l'on sait, assez rapidement, on établit que le texte répond quand même à des règles de syntaxe. Par exemple, ce qui semble être un mot est précédé de tel ou tel symbole et se termine par un autre symbole. Un peu comme en français, on noterait la marque du pluriel, par exemple. Alors, Voynich montre son manuscrit, ça soulève de l'intérêt, et depuis 1912, donc depuis que le manuscrit est connu, il faut dire que le manuscrit, au décès de Voynich, il a été cédé à son épouse l'a cédé à son décès à une proche, le manuscrit a été revendu, et depuis 1969, il est à la bibliothèque Beinecke de l'Université de Yale, il est conservé dans la collection des livres rares et manuscrits anciens. Et j'ai eu, moi, la chance de le tenir dans mes mains pendant une quinzaine de minutes. Tu te rends compte? J'avais le manuscrit de Voynich entre les mains. Et pourquoi il est si extraordinaire? Parce qu'il est peut-être le livre le plus mystérieux au monde. Depuis que le manuscrit est connu, les plus grands cryptographes au monde ont essayé de le déchiffrer. Et quand je dis les plus grands, j'inclus là-dedans des gens durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les mêmes experts de la CIA, de la NSA, des services de renseignement, le MI5, le MI6 en Grande-Bretagne, les gens qui avaient réussi à percer, par exemple, le code Enigma, le code utilisé par les Allemands pour coder leurs messages, le message du Troisième Reich, tous ces gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich sans jamais réussir à le déchiffrer. Alors, évidemment, on se dit, s'il est codé, il fallait obligatoirement, et on sait, une datation carbone 14 relativement récente, a démontré que le manuscrit avait été écrit dans la première moitié du 15e siècle, entre 1400 et 1450. Wow. Alors, tu comprends, Jean-Michel, que si le manuscrit est codé, c'est que son auteur avait volontairement
de l'information à dissimuler. Il s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler cette information. Il écrit un codex dont seul lui pouvait lire le contenu et il l'a même codé dans l'espoir, pas dans l'espoir, mais dans la crainte que le manuscrit pourrait tomber entre des mains étrangères et qu'on pourrait découvrir son contenu. Mais moi, je te pose une question qui me vient en tête. Tu sais, tantôt, tu disais il y a des images de plantes qu'on ne reconnaît pas. Ça pourrait-tu être juste parce qu'il dessinait vraiment mal? Non, pas du tout. Quand il dessine, par exemple, une plante, il y a plusieurs feuilles et toutes les feuilles ont, par exemple, 8 follicules. Donc, c'est pas parce qu'il dessinait mal. Il a vraiment voulu dessiner une feuille de cette manière-là. Alors, ce qui est assez étonnant, donc tout le monde s'est penché sur le manuscrit de Voynich. Et évidemment, on s'est dit, si on ne peut pas le déchiffrer, peut-être que l'auteur était une espèce d'alchimiste qui voulait cacher une recette secrète. Et puis, il a fallu attendre l'avènement de l'intelligence artificielle pour peut-être avoir un début de réponse. Parce que c'est la nouvelle de cette semaine. Il y a 2 chercheurs de l'Université de l'Alberta, Greg Kondrak et Bradley Hauer. Ce sont 2 chercheurs. L'un est spécialisé en informatique et le second est spécialisé dans l'interprétation des langues naturelles. Donc, ces gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et de la première impression, d'abord, depuis l'hypothèse dominante, parce que souvent, quand on parle d'énigmes en histoire, on n'a pas une certitude historique. On parle d'hypothèse dominante, du vraisemblable vers le moins vraisemblable. L'hypothèse dominante, c'est que le manuscrit de Voynich est un traité d'herboristerie, un herbier. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et peut-être des recettes, puisqu'il y a beaucoup de femmes enceintes dans des bassines. Est-ce que c'est quelque chose lié, justement, à la gestation, à l'accouchement, aux enfants? Puis ça correspond quand même à la phase des druides, puis tout ça. Donc, on a des éléments qui sont... Donc, c'était l'hypothèse dominante. Donc, nos 2 chercheurs canadiens, eux, partent de l'hypothèse que le manuscrit a probablement été écrit en arabe. Donc, ils vont utiliser des algorithmes en intelligence artificielle pour essayer de décoder le manuscrit. Et à partir du moment où ils ont établi leurs algorithmes, ils ont pris la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU et ils ont réussi uniquement en utilisant ces algorithmes à le traduire en plus de 325 langues ou 340 langues, pardon. Et à partir de là, on s'est dit, l'algorithme fonctionne. Donc, on va entrer les symboles du texte de Voynich. On va les entrer, les faire passer par le même cryptage et voir qu'est-ce qu'il en sort en considérant que c'était une langue arabe. Résultat négatif. Alors, on retour à la planche dessin, et là, on se dit, et si c'était de l'hébreu? Donc, on va utiliser les mêmes algorithmes en considérant que c'était de l'hébreu. Et là, on commence à voir quelque chose. En fait, on constate que plusieurs mots semblent correspondre à de l'arabe, de l'hébreu. Et ce que l'auteur a fait, c'est que non seulement il a utilisé des mots de la langue hébraïque, en fait, ce qui semble ressortir, l'auteur a utilisé des mots en langue arabe, mais il a utilisé un codage particulier pour les lettres. C'est-à-dire qu'il a pris chacune des lettres et les a replacées dans leur ordre alphabétique. Je te donne un exemple parce que je sais que tout ça semble très complexe. Mais rappelez-vous que le manuscrit de Voynich est jusqu'à maintenant indéchiffrable. Donc, ce qu'il a fait, si on prend le mot avion, par exemple, en français, A-V-I-O-N, et on se réfère à l'ordre alphabétique, le A sera la première lettre. Mais le V sera parmi les dernières lettres, le I avant le N, le O. Donc, si je reprends le mot avion et je replace les lettres dans leur séquence alphabétique, je vais obtenir le mot Ainov, A-I-N-O-V. Donc, il faut que je replace les lettres dans le bon ordre pour avoir un premier mot et ensuite, je prends ce mot et je fais un alphabet qui va correspondre à ces lettres-là. Donc, on a fait cette première tentative et là, on commençait à voir quelque chose. Ces gens-là, mais il y avait quand même un problème d'interprétation. Et là, crois-le ou non, ils sont passés vers quelque chose d'encore beaucoup plus simple. On est parti de l'algorithme d'intelligence artificielle et ensuite, on a pris le texte et on s'est dit, on va le soumettre, par exemple, à Google Translate. Oh! Et voilà qu'en faisant cet essai, Google Translate a sorti des phrases qui semblaient avoir du sens. Alors là, à partir de là, on avait une phrase, donc j'ai ici la note, la première phrase du texte qui dit « She made recommendation to the priest, men of the house, and me and the people ». Donc ça, c'est la première phrase qu'ils ont traduit, la première phrase qui est la phrase d'entrée, semble-t-il, du manuscrit de Voynich. Je l'ai traduit en français, c'est « Elle a fait des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et aux gens ». Donc, on a une première série de mots qui semblent avoir une résonance
intelligente, là, donc on n'est pas n'importe quoi. Il semble y avoir quelque chose de volontaire. Donc, on est peut-être ici à la veille de comprendre exactement le manuscrit de Voynich. Donc, à partir de là, on a peut-être les bons algorithmes, on est peut-être sur la bonne voie en pensant qu'il s'agit de textes qui auraient été écrits d'abord en hébreu. Ensuite, on aurait inventé un alphabet, on aurait mélangé les lettres pour finalement coder le manuscrit. Alors, regardons ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines peut-être. C'est mal commode, cet auteur-là. Mais ça reste encore... Évidemment, on se pose la question, si on a codé le manuscrit de Voynich, c'est que visiblement, l'auteur avait quelque chose à cacher. Mais qu'avait-il à cacher? Tu comprendras, si c'est un simple traité d'herboristerie ou un simple herbier ou quelques recettes pour diminuer les nausées chez les femmes enceintes, est-ce que ça valait la peine d'inventer une écriture, d'inventer un alphabet complètement nouveau pour pouvoir coder le texte? Et pourquoi avoir dissimulé certaines plantes qu'on pourrait utiliser à travers d'autres plantes qui n'existent pas? Il y a quand même... faut se mettre dans le contexte aussi de l'époque. Autour de 1400, ça pourrait... Aujourd'hui, ça peut sembler très futile, mais on se rappellera, il y a quelques années, parler de science alors que ça allait contre la religion, c'était tabou. Aujourd'hui... on vivrait pas ça, mais peut-être que c'était des sujets à cette époque-là que c'était exclusif pour certaines personnes docteurs ou l'équivalent de docteurs. Puis... Mais il fallait que le contenu soit quand même... En tout cas, attendons de voir ce que le manuscrit sera. Il y a eu du travail, en tout cas, pour dissimuler. Mais il y a eu beaucoup de travail à dissimuler quelque chose. Il faut quand même se rappeler qu'au moment où le manuscrit a été écrit, la sorcellerie, même si le manuscrit contenait des espèces de recettes qu'on aurait pu associer à la sorcellerie, il faut se rappeler que la sorcellerie va devenir un crime punissable, vraiment là, de la peine de mort, à partir du moment où le pape va émettre une bulle en disant, et là on est rendu à la Renaissance, lorsqu'on va criminaliser de cette manière-là, plusieurs années après, on va criminaliser la sorcellerie. Et là, bien sûr, les tribunaux ecclésiastiques vont se mettre en place. Il faut se rappeler que les accusations ont surtout été portées par le pouvoir civil et laïque. On se justifiait la Bible d'une main, on se justifiait avec la Bible, mais c'était quand même le pouvoir civil qui accusait. Au moment où le manuscrit de Voynich a été écrit, donc entre 1400 et 1450, cette accusation, ce poids n'existe pas. Donc, il fallait que le contenu soit vraiment explosif. Ce n'est pas simplement une petite recette de feuilles qu'on fait bouillir. Ce n'est pas une recette de « je vais te montrer comment faire une tasse de thé ». Là. Donc, il y a quelque chose où l'auteur a senti qu'il y avait quelque chose dans le manuscrit qui était suffisamment important pour en dissimuler le contenu à travers une écriture qu'il a inventée du début à la fin. Alors, le mystère reste encore là. Que contient le manuscrit de Voynich? Mais on est peut-être au début de comprendre ce mystère qui perdure depuis maintenant plus d'un siècle. Je conclurai sur le sujet en disant que s'il faut se fier sur Google Translate, peut-être qu'on n'aura pas tout à fait le bon message. Moi, j'aimerais ça vous parler, tout à l'heure avec Discovering Bigfoot, on a parlé de quelque chose qui est, en fait, j'espère vous avoir fait économiser du temps ou juste vous amener un moment de rire. Maintenant, Chasing UFO, j'ai vraiment aimé cette série-là. Elle est maintenant sur Netflix. Je l'avais écoutée déjà, je pense que c'était en 2013 qu'elle était sortie. Dans le fond, on suit 3 protagonistes. Une aventurière qui était dans l'émission Destination Truth avec Josh Gates, que j'avais bien aimé. En fait, c'était je pense, pendant ça a été comme un spin-off, je pense, pas loin, en même temps que Destination Truth existait. Il y a l'ufologue James Fox, puis un scientifique, Ben McGee, qui constitue l'équipe. Ce que j'aime dans la série, c'est que oui, on se concentre beaucoup plus sur l'aventure que le fait de nécessairement trouver un ovni, même si le thème, c'est Chasing UFO. Donc, on revisite certains lieux où il y a eu des cas d'apparition d'ovnis quand même assez connus. Puis, dans le fond, c'est ça. On suit l'aventure. Fait qu'ils trouvent ou qu'ils trouvent pas, c'est quand même le fun. C'est divertissant de les suivre. Il y a une vision qui est très aventure, qui est incarnée par Erin Ryder, l'aventurière, qui est un petit peu animatrice un petit peu aussi. Qui donne un peu un style un peu Lara Croft. Hein? Ouais, Lara Croft, là, la Indiana Jones féminine. Ensuite de ça, c'est le fun aussi de voir la dualité dans l'émission, puis qu'ils s'entendent bien en plus entre l'ufologue et
le scientifique. Donc, dans certains cas, on peut clairement voir que ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation de photos, de vidéos. Il y en a un qui vit plus dans l'optimisme, l'autre qui vit plus dans le rationalisme, disons-le comme ça. Puis pour de vrai, ça me rappelait un petit peu Fox et Dana dans X-Files. Fait que je trouvais que c'était quand même intéressant comme dualité de le mettre dans l'émission. Puis souvent, ce genre d'émission-là va soit être seulement du côté critique ou seulement du côté, disons, optimiste, pour pas dire autre chose. Donc, c'est sûr que je trouvais que ça faisait... c'était quand même assez divertissant. Il y a 8 épisodes. Il n'y en aura pas d'autres. En fait, il n'y en a pas eu d'autres depuis 2013. Donc, je serais très surpris que ça revienne, mais c'était quand même un divertissement qui était quand même de qualité. Là. Pour ceux qui s'intéresseraient à ça, je vous avertis tout de suite... vous ne sortirez pas de là en ayant la preuve de l'existence des extraterrestres, des ovnis ou quoi que ce soit d'autre. J'espère pas avoir cassé le punch, mais c'est les aventures qui sont bien intéressantes à voir là-dedans. Est-ce que tu l'avais vu, toi, Christian? Non, moi, je dois t'avouer que depuis quelques années, les émissions sur les ovnis, je me suis un peu... j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on regarde ce qui a été fait... à partir, pour moi, là, il y a eu, les dernières séries étaient vraiment, là, comme tu l'as mentionné, c'était la seule idée, c'est de dire n'importe quoi, les extraterrestres existent. On veut plaire à un certain public, on n'a absolument aucun sens critique. Et ça, ça m'a un peu découragé. Je dois t'avouer que j'avais vu la série, j'ai écouté plusieurs épisodes de la série UFO Hunter avec Bill Burns. Et il y avait des trucs là-dedans qui étaient aberrants. Je me rappelle, on parlait tantôt de trucs sur le Bigfoot qui étaient un peu ridicules. Finding Bigfoot. Je me rappelle dans un épisode notamment de UFO Hunter où ces gens-là étaient à la recherche du site d'écrasement à Kecksburg. À Kecksburg. On a marqué par le même On était marqué pour la même séquence. Donc, ces gens-là se retrouvent à Kecksburg. Je rappelle un peu aux gens, on est le 9 décembre 1965. Je te cite ça de mémoire, là, mais je crois que c'est ça. Le 9 décembre 1965, une petite ville en Pennsylvanie, Kecksburg, les gens voient passer un objet dans le ciel, un objet lumineux. On est en fin d'après-midi et l'objet s'écrase, ou en tout cas, on a l'impression qu'il tombe dans un boisé. À partir de là, toutes sortes de rumeurs vont se mettre à circuler. L'armée aurait été sur place, aurait récupéré une espèce d'objet ressemblant à une grosse cloche ou un gland de châtaignier. Et on avait sur une espèce de renflement des sortes de symboles qui rassemblaient un peu à des hiéroglyphes ou peut-être de l'écriture cyrillique, un peu comme de l'écriture russe ou un truc comme ça. Et là, on aurait transporté cet objet-là. Bon, toute cette histoire de Kecksburg, à ce moment-là, on avait dit qu'il y a un météorite qui est tombé. Non, l'armée n'a pas récupéré d'objet. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Kecksburg était née. Le mystère de Kecksburg était né. Et là, dans cet épisode, donc, on a Bill Burns et son équipe dans UFO Hunter qui se retrouvent à Kecksburg. Et l'idée, c'est de retrouver l'endroit où cet objet serait tombé. Parce que c'était pas un très gros objet. C'est un objet qui avait à peu près la taille d'une petite voiture Volkswagen, par exemple. C'est à peu près cette taille. Donc, ils s'en vont dans la forêt. Et puis, à un moment donné, il arrive à un endroit où il y a une légère dépression dans le sol. Et là, il y a un arbre qui est brisé. Donc, on voit le haut de l'arbre qui est brisé. Et il dit, rien ne prouve que ce n'est pas l'OVNI qui a brisé le haut de l'arbre. Mais rien ne prouve que ce n'est pas non plus les Schtroumpfs ou le Père Noël ou n'importe quoi. En rhétorique, ce genre c'est n'importe quoi. Donc, arriver à faire une démonstration par la négative, en rhétorique, c'est une absurdité. On ne peut pas prouver une négation. Si je te dis, les Schtroumpfs prouve-moi que les Schtroumpfs n'existent pas, prouve-moi que le Père Noël n'existe pas, tu n'as pas à me prouver une négation. Si tu fais une affirmation, tu me dis, les Schtroumpfs existent, la charge de la démonstration sera à toi de me démontrer que les Schtroumpfs existent. J'avais vu ça et je me disais, c'est incroyable qu'un réalisateur laisse passer une absurdité semblable et je peux pas croire que les gens à la maison vont regarder ça en disant « Oh, qu'il est extraordinaire ce Bill Burns, quelle intelligence ». Mais il était fidèle à lui-même parce que dans son magazine qui était UFO Magazine, il faisait à l'écrit la même chose à l'écrit. C'était des titres grossiers comme ça. Là. Pour moi, c'était un peu comme la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, j'ai pris quelques retraits par rapport à la question des ovnis, mais je n'ai pas vu cette série dont tu parles. C'est quand même divertissant. J'aurais tendance à dire que ça fait différent aussi. Puis je trouve ça le fun aussi de voir... j'avais aimé dans Destination Truth qu'il y ait aussi des... là, c'est pas pour être... sexiste ou pro-garçon, même au contraire, je trouve qu'il y en a trop. Je trouvais ça le fun d'avoir des protagonistes féminines. Puis elle est très bonne, elle est très efficace, c'est concis, comment je dirais bien ça,
elle donne du tonus dans une émission qui est, tu sais, elle a le rôle de l'aventurière. Donc, c'est sûr qu'elle drive les gars pas mal aussi. Puis je trouve que ça faisait quand même, je trouvais que c'était quand même intéressant là, comme approche. L'ufologue James Fox, quand la série était sortie, il avait proposé, en fait, lui, il était à la recherche longtemps, puis il y a même eu des documentaires qui avaient essayé de s'approcher de Steven Spielberg pour faire, pour produire. Puis lui, quand la série est sortie, il proposait 100 000 $ à quiconque lui prouverait une preuve indubitable des ovnis en 2013. Ça n'a pas fonctionné à l'année 2013 et je crois que c'est septembre ou août dernier, il a récidivé encore en proposant. Fait que là, on commence à en avoir beaucoup de monde. Là. Quelqu'un qui trouverait une preuve. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récidivé, mais au départ, sa première approche, il l'avait proposé principalement sur le territoire américain. Oui, exactement. Donc, demandant aux Américains de dire si quelqu'un a une preuve d'une visite, pas des ovnis, on s'entend, objet volant non identifié, je l'ai mentionné tantôt. Oui. Même l'armée américaine, après ses grandes commissions d'enquête dans les années 50-60, avait conclu qu'il y a 10% des observations d'ovnis pour lesquelles on n'a pas d'explication. Absolument. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a des objets qui volent dans le ciel pour lesquels on n'a pas d'explication. La question est de savoir est-ce que ces objets qui volent dans le ciel sont d'origine extraterrestre. Est-ce qu'on a une preuve de ça? Et il avait donc fait cette offre, 100 000 $ sur le territoire américain. Et il y a quelques mois, il l'a récidivé alors qu'il était de passage en Australie. Absolument. Il a fait cette récidive-là, mais cette fois s'adressant au monde entier. Donc, quelqu'un, quelque part dans le monde entier, a une preuve irréfutable d'une visite extraterrestre, il va remettre ce 100 000 $ qu'il propose. Et là, on commence à trouver que, mettons que tu trouverais un extraterrestre, là, tu commences à pouvoir faire peut-être bien de l'argent autre que les droits à la télé que tu pourrais envoyer, parce que James Randi, ça prouverait une preuve du paranormal. Ouais. Quoique Randi... C'est plus avec les fantômes, ce genre de choses. Mais en fait, James Randi, c'est parce que si tu m'ouvres la porte, je veux quand même le mentionner. James Randi, c'est un peu un leurre, cette histoire. Oui, je sais. Parce que souvent, l'association des sceptiques, que ce soit l'association québécoise, l'association des sceptiques, ou les associations américaines, qui maintenant s'appellent le CSI, Committee for Scientific Investigation, qui s'appelait autrefois le CSICOP, Committee for Scientific Investigation of Claim of the Paranormal. Donc, ce James... fatigué à la fin de le dire. Ouais, c'est ça. Ce James Randi était associé notamment à l'Association sceptique américaine. Et souvent, son défi, c'était « j'offre $1 million à quiconque va me prouver qu'il a un pouvoir paranormal ». Ce que les sceptiques ne disent pas, c'est que la volonté est louable. Le problème, c'est que le million en question était le million de James Randi. Et James Randi se donnait le rôle du juge, du jury, de l'avocat de la défense, du procureur, se donnait tous les rôles. Pilate, là. Donc voilà. Et en science, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire un truc comme celui-là sans qu'il y ait un comité pour valider l'information, un comité qui soit impartial. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des procès devant juge et jury. Pourquoi? Parce que le jury se doit d'être impartial. Dans le cas du défi de James Randi, il déterminait, lui, qui il accepterait dans son défi. Et ensuite de ça, les preuves lui étaient soumises à lui. Et c'est lui qui devait décider si la preuve était ou non concluante pour finalement sortir le $1 million. En fait, c'est un peu ridicule. Jamais un comité scientifique n'aurait accepté de telles règles. Donc, à partir du moment où Randi, qui donne l'argent, s'impose, se donne le rôle du jury, là, on est loin de l'impartialité que souvent les associations de sceptiques présentent par rapport au défi de James Randi. Mais bon, l'effort était louable de donner $1 million à quiconque prouverait la réalité d'un pouvoir paranormal. Mais il ne l'a jamais donné depuis toutes ces années-là. Puis en fait, c'est la même chose en ce moment avec Capcom. Ils viennent de commencer, on va leur donner. Eux autres, je pense que c'est 70 000 $ américains. Quiconque va prouver. Mais dans le cas de Capcom... C'est pour des monstres. C'est pour des monstres. C'est le géant, pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est que ce Capcom? C'est le géant du jeu vidéo. Ils ont fait plusieurs jeux vidéo excessivement populaires. Ils ont fait Megaman dans le temps. Best jeu ever. Street Fighter, je crois aussi, qu'ils ont fait sur Street Fighter. Et là, ils offrent un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle Monster Hunter World. Ils ont vendu le jeu est en vente depuis à peu près une semaine maintenant, 10 jours. Ils ont vendu 7 millions de copies du jeu, donc c'est un très gros succès. Et de manière un peu pour correspondre avec le lancement du jeu, ils offrent 70 000 $ américains, donc c'est 85 000 $ canadiens à peu près, à quiconque va amener la preuve irréfutable de l'existence
Ils ont fait une liste d'une dizaine de monstres qui sont Ben bien oui, connus dans la il y avait littérature. Chupacabra, Il y a le Chupacabra, Bigfoot, le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, Ness. l'homme hibou de Ben Cornwall, pas de Cornwall, de Cornish, le Cornish Old Man. Donc, ils ont sorti une Ils dizaine... n'ont même pas mis Champ. Ben, non, ils ont Sacre préféré en plein. le monstre du Loch Ness. Mais enfin, donc, ils ont une dizaine de monstres comme ça qu'ils ont listés. Il y a les sirènes. On pourrait peut-être les envoyer à ben Discovery. oui, Ils ben ont oui. les sirènes aussi qu'ils ont mis dans la liste. Donc, une dizaine de monstres. Et si quiconque arrive avec la preuve irréfutable de l'existence de l'une ou l'autre de ces créatures, ben, vous aurez 70 000 pièce à la clé. Voilà. Très intéressant. Oui. Dernière nouvelle pour la soirée ce soir, Christian. Ouais, dernière nouvelle, c'est un truc qui est assez fascinant et on a essayé de trouver une quatrième dimension. Donc, quand on parle de la quatrième dimension, je sais les gens qui nous regardent, lorsqu'on parle de la quatrième dimension, la première idée qui nous vient en tête, c'est le temps. On sait que les trois premières dimensions sont la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc, Je vais juste arrêter. Pour ceux à la maison qui seraient comme fatigués, mettons, au moment de rendu là dans l'émission, prends une gorgée d'eau, un bon respect et écoute. ouais. Parce que c'est assez compliqué. Je vais essayer de rendre ça accessible. Parce que ici, là, Jean-Michel, on est vraiment dans la physique de haut niveau. Là, on parle de la physique quantique, c'est de la physique de haut niveau. Donc, on le sait, on peut faire un mouvement de l'avant à l'arrière, on peut faire un mouvement de gauche à droite et de haut en bas. Donc, on a nos trois dimensions. Et le temps d'exécuter un mouvement, bien évidemment, ça va demander du temps. Et le temps serait donc cette quatrième dimension. Mais pour les scientifiques, la quatrième dimension, en considérant que c'était le temps, la quatrième dimension n'est pas une dimension physique. Alors, les scientifiques se sont dit, bon, parfait, on a le temps, on a nos trois dimensions physiques plus le temps. Est-ce qu'il ne pourrait pas exister une autre dimension, une quatrième dimension physique? Est-ce qu'elle pourrait exister? Alors, une équipe, et ça c'est assez amusant parce qu'on a une équipe européenne et une équipe américaine qui ont travaillé un peu de manière de concert, mais qui en même temps travaillaient de manière séparée. Donc, ils ont utilisé deux méthodes différentes. Ils ont utilisé d'abord des atomes qu'on avait ramenés au zéro absolu, et ensuite, on a essayé d'exciter ces atomes-là avec de la lumière. Donc, dans un premier temps, puis là, je réduis ça là, au maximum, là, on a essayé d'exciter ces atomes-là avec des espèces de grilles de lumière, et dans une autre approche, on a essayé de faire passer cette lumière-là à travers des prismes pour voir comment, en réchauffant les atomes, ces particules, comment elles réagiraient. Et s'il existait une quatrième dimension, est-ce que cette quatrième dimension interviendrait, altérerait le mouvement d'excitation de ces particules? Et dans les deux cas, on a obtenu ce résultat positif. Il semble donc exister quelque chose que l'on ne voit pas, donc qui serait peut-être cette quatrième dimension physique, qui viendrait altérer le mouvement de ces particules. La grande problématique ici, parce que même si on a des modèles, puis on en voit derrière nous, donc de ces modèles qui semblent avoir plus de 3 dimensions, c'est très difficile, comme on vit dans un monde à 3 dimensions, il est très difficile de conceptualiser à quoi pourrait ressembler cette quatrième dimension. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais à un moment donné des poissons dans un petit étang. Tu sais, les bassins qu'on retrouve dans les jardins avec des poissons. Je regardais donc les poissons dans cet étang et je me disais, c'est assez amusant parce que ces poissons ne savent pas qu'à l'extérieur, il y a tout un univers qui existe. Leur microcosme, c'est ce petit étang. Pour eux, l'univers, c'est cet étang. Ils vont mourir là-dedans. Puis ils ne savent pas qu'il y a un monde à l'extérieur. Et c'est assez amusant parce que cette idée de la quatrième dimension, c'est de dire un peu comme si on vivrait sur une feuille de papier. Donc, on vit sur cette dimension. Et il y a d'autres dimensions. Il pourrait en avoir une quatrième, une cinquième, là, on une est sixième. dans Fringe. C'est ça. Donc, avec Walter, puis Walternet. Et là, on a comme cette autre dimension, mais on est incapable de la conceptualiser parce que ce n'est pas une expérience empirique. On a de la difficulté à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. C'est un peu comme essayer de se donner le défi d'imaginer à quoi peut ressembler l'infini. Tu sais, on a beau dire l'univers est infini, mais tout ce que l'on connaît est fini. Donc, essayer d'imaginer l'infini pose un problème de concept. Absolument. C'est un peu comme, je me rappelle, des gens m'avaient posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne rêve jamais qu'on est mort? Bien, parce que la mort ne fait pas partie de nos expériences empiriques. Donc, notre cerveau ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est que d'être mort. Donc, il ne peut pas éventuellement créer des images oniriques qui vont être associées à ce souvenir-là. Donc, c'est un peu aberrant, mais en même temps que c'est fascinant de voir comment
l'avènement de la physique quantique en particulier a transformé la façon qu'on a maintenant de voir l'univers. Il y a quelques années, on parlait d'un univers. Maintenant, dans le discours scientifique, on a introduit le multivers. Ben oui. Donc, il pourrait y avoir plusieurs univers qui cohabiteraient en même temps. Notre univers ne serait en fait qu'une bulle dans une espèce de verre de champagne où il y aurait plein de bulles contenant des univers. Et là, on nous parle maintenant d'une quatrième et peut-être même de plus de dimensions. C'est quand même fascinant de voir comment la physique quantique et cette physique de pointe a littéralement changé notre vision de l'univers. Je pense que le moment à haut taux d'écoute en termes d'attention, c'est terminé. Je pense qu'on a bien compris. C'était très clair. Christian, quand même, félicitations. C'était pas une nouvelle facile à Non, c'était pas facile à vulgariser, mais bon. Donc, bravo. Donc, merci d'avoir été là pour le 2e épisode. Je vous répète, ça serait bien agréable si vous pouviez partager cette vidéo-là à vos amis. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on pose, n'hésitez pas à nous les mettre, puis on ne vous donnera pas nos numéros de téléphone, donc ça ne donne rien, ça, de le demander. Donc, on vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao. Ciao.